Merci beaucoup. Alors, effectivement, vous m'avez laissé un peu une demi-heure pour parler d'un des sujets sans doute les plus difficiles et les plus complexes qui soient, puisqu'on va parler à la fois de la transformation digitale, mais aussi de l'impact de l'IA générative aujourd'hui sur nos modèles. Alors, je vous ai préparé une petpetite présentation, hein, vous verrez, là, c'est vraiment une synthèse. C'est aussi pour faire écho aux différentes thématiques que l'on verra dans ces formations, à la fois thématiques pour les décideurs, pour leur donner les clés de la transformation digitale, mais aussi pour ceux qui s'intéressent de plus près à ce phénomène de l'IA générative. Donc, évidemment, ces slides seront à votre disposition. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, avec. Oui, Super. Alors, je suis en plus dans une salle d'hôtel, donc j'ai vérifié dans une chambre d'hôtel parce que j'ai fait hier une grosse conférence à Berne devant plus d'une centaine de personnes. Alors, c'était en allemand, c'était un peu moins facile comme exercice. Et aujourd'hui, je suis justement à Genève. Et demain, je serai à Lausanne aussi devant à peu près 150 personnes pour justement expliciter un peu tout le phénomène de la transformation digitale liée justement à l'IA générative, hein. Comme on le verra, c'est un véritable tsunami aujourd'hui qui impacte toutes les organisations publiques, privées, etc. Alors, 5 sujets, mais on va aller droit au but à chaque fois. Ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, tout le monde parle de transformation digitale, mais personne n'explique ce que c'est qu'un processus de transformation. Donc ça, déjà, c'est un premier souci, parce que comment créer de la valeur aujourd'hui si je ne sais pas aujourd'hui ce qu'est un processus de transformation? Ensuite, vous verrez que les concepts informatiques, numériques, systèmes d'information sont loin d'être clairs, déjà pour la communauté des informaticiens, mais aussi, et bien entendu, pour les décideurs. Or, si on ne définit pas, on ne pose pas clairement les concepts, il n'y a aucune chance qu'on en tire quelque valeur que ce soit et que l'on maîtrise ce phénomène. Grosse étude qu'on a menée pendant d'une douzaine d'années, qui avait pour but de regarder quelles étaient les caractéristiques des entreprises qui échouaient, mais aussi les caractéristiques des entreprises qui réussissaient. Enfin, le phénomène de l'IAG est arrivé, il est là, hein, et on verra que ce n'est pas que ChatGPT, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et ensuite, de voir comment capitaliser et comment justement créer de la valeur pour nos organisations. Alors déjà, en introduction, quelque chose qui va vous choquer, on a dans l'économie mondiale investi, et c'est la plus grosse somme jamais investie dans le monde, même dans la défense, on ne l'a pas, c'est 100 000 milliards de dollars dans les technologies de l'information et de la communication. 100 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB annuel mondial. Quel est le vrai enjeu? Oui, on a informatisé, oui, on a automatisé, mais est-ce qu'on a créé de la valeur? La réponse aujourd'hui est toujours non. Alors, ça tient, le nom, hein, et paradoxe, qu'on appelle le paradoxe de Solow, qui est un prix Nobel d'économie, malheureusement décédé là en décembre 2023, qui dit bah, c'est pas parce qu'on a investi massivement qu'aujourd'hui, nos entreprises ont une croissance plus importante, génèrent plus de productivité ou sont plus innovantes. Évidemment, il y a plein d'exemples qui montrent l'inverse, mais globalement, il faut savoir qu'on n'a toujours pas tiré la quintessence, hein, de tous ces investissements dans le numérique. Alors pourquoi? Ben, notamment parce qu'on ne maîtrise pas ce processus de transformation. Et là, on revient, c'est un petit clin d'œil à la présentation de Jessica, mais on revient aux fondamentaux du management. Aujourd'hui, si une entreprise n'est pas claire sur sa mission, sa raison d'être, sa vision, son ambition, bah déjà, c'est mal parti. Et en fait, on va s'apercevoir que ce qui va permettre de décliner tout ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie et l'innovation. Ça nous permet de générer des idées. Stratégie, c'est plutôt à 3 ans, 5 ans, c'est qu'on se projette. L'innovation, on verra, c'est plutôt au quotidien. Et on verra d'ailleurs que ces deux composantes sont très harmonieuses, hein. Une qui est plutôt top-down, c'est la direction générale vers le collaborateur. L'innovation, c'est plutôt le collaborateur vers la direction générale quand c'est bien fait. À partir d'idées, et plus on a d'idées en général dans une entreprise, plus c'est bon signe, hein, sur ce côté vivant, ce côté émulation. La difficulté, c'est de choisir les bonnes idées. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gestion de portefeuille, la gestion, on va dire, de l'investissement. On appelle ça aussi l'analyse de la valeur.
Hein, le but, c'est de sélectionner les meilleures idées pour en faire des projets. Parce qu'un projet, évidemment, ça coûte, hein, en études, ça coûte en ressources. Mais l'idée, c'est qu'au travers du management de projet, c'est effectivement d'en faire des solutions à valeur ajoutée pour l'entreprise. Alors, il n'y aura pas de création de valeur, c'est de gestion du changement. Hein, ce n'est pas en plaquant des technologies sur une organisation qui n'a pas bougé d'un iota qu'on va créer de la valeur. Alors, ça, c'est aujourd'hui ce qu'on représente comme étant le processus de transformation et de modernisation, avec une phase d'abord de réflexion, d'idéation, une phase de valorisation, une phase de réalisation et une phase évidemment de changement. Alors, cet élément-là est vraiment fondamental parce que quand on prend le cas des projets numériques, d'une part, on a les approches des macroéconomistes, Robert Solow, etc., qui nous montrent que effectivement le monde n'a pas créé de valeur au travers des investissements dans ces technologies. La preuve d'ailleurs, c'est que les Américains qui ont investi 10-15 ans avant tout le monde, eh bien, ont vu leur croissance réduite par rapport aux autres pays qui n'avaient pas investi. On voit aussi, alors évidemment, c'est un vrai pavé dans la mare, hein, c'est que des outils comme la bureautique, potentiellement a une valeur extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'écris un mail, va me coûter 50 fois moins cher qu'avec la machine à écrire. Le seul souci, c'est que les effets néfastes, parce que je n'ai pas réfléchi à l'introduction de cet outil, c'est les 150 mails que je dois dépiler quotidiennement, etc., me font perdre du temps et donc tous les bénéfices par le potentiel de ces technologies. Et ça, on l'a fois, c'est-à-dire que oui, ces outils représentent une création de valeur phénoménale potentiellement, mais parce qu'on ne les a pas bien introduits dans nos organisations, les inconvénients aujourd'hui, eh bien, je dirais, remplacent un peu les bénéfices. Alors, un autre chiffre qui vient maintenant plutôt des microéconomistes, c'est quand on regarde combien de projets de nature informatique sont capables, après mise en exploitation, de montrer la valeur, les bénéfices qui ont été promis au comité d'investissement, au comité de direction, c'est que 5 à 10 Toutes les études convergent, ce n'est que 5 à 10 Il n'y a qu'un projet sur 10 et un projet sur 20 de nature système d'information qui est capable, après mise en production, de montrer la valeur qui était en tout cas visée. Alors, premier élément, donc, on a parlé de ce processus de transformation et très clairement, si on ne passe pas ces différentes étapes, il y a très peu de chances que la valeur soit au rendez-vous. Alors souvent, on me demande, mais Christophe, peux-tu nous qualifier le niveau de performance de mon processus de modernisation? Ce n'est pas une question simple, mais vous verrez qu'en fait, elle n'est pas si difficile à répondre. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique de chaîne. Hein. Et donc, vous savez que, quelque part, la performance d'une chaîne est tout simplement équivalente à la performance du maillon le plus faible. Alors, moi, j'ai des entreprises qui sont des cadres en gestion de projet agile, gestion de projet modèle cascade, etc., mais qui, malheureusement, ne sélectionnent pas les bons projets au niveau de l'analyse de la valeur. Donc, elles font très bien les mauvais projets. Donc, vous voyez que l'idée, c'est bien d'avoir plutôt un profil moyen, voire excellent si c'est possible sur ces différentes composantes managériales, pour effectivement assurer que nos organisations font bien les bons projets et qu'ils seront synonymes de création de valeur. Alors ça, c'est un concept qui est quand même un concept de base, informatique, numérique et système d'information. Et on s'aperçoit qu'il y a une confusion totale aujourd'hui, déjà dans l'esprit des décideurs, mais aussi dans les communautés informatiques. Moi-même, je forme à peu près 1500 DSI, directeurs du numérique chaque année. Quand je leur pose la question, personne n'est capable de me répondre clairement. Alors d'autant plus que c'est vrai que les concepts ne sont pas triviaux, mais on peut quand même les expliciter. L'informatique, c'est clairement, et on va voir que les enjeux sont complètement différents de moyens. Mais l'informatique, c'est quoi? C'est le métier du producteur, celui qui met à disposition des équipements matériels, des équipements logiciels et les services associés. Là, on est vraiment, en économie, on oppose souvent le producteur au consommateur. Eh bien, je ne suis pas dans le monde de l'utilisateur. Le monde de l'utilisateur, il commence avec le numérique. En fait, qu'est-ce que le numérique? Eh bien, le numérique, c'est tout simplement, je suis de l'autre côté de la barrière, je suis au niveau des utilisateurs. On dit qu'une tâche est numérique. Aujourd'hui, le métier, on ne peut pas la faire sans l'outil informatique. Donc, je serai effectivement dans une logique numérique.
Mais on oublie qu'il y a un concept qui est encore plus fort, hein, qui est un concept dont on parle plus beaucoup, malheureusement, c'est le concept de système d'information. Et qu'est-ce qu'un système d'information? Ben, c'est un système dans lequel j'aurai des informations à la fois sous forme dématérialisée, donc numérique, mais aussi où je peux échanger des informations de manière papier, de manière orale, etc. C'est donc une notion encore plus globale. Quand on regarde les enjeux, aujourd'hui, l'informatique, ça pèse en moyenne 1 à 3 du budget de fonctionnement. Mais ce n'est absolument pas le sujet. Ce n'est pas ce coût qui est intéressant. C'est l'impact de l'outil informatique sur nos organisations. C'est-à-dire combien de temps les gens passent dans nos entreprises à utiliser l'outil informatique. Et là, je vais passer de la notion de budget informatique à la notion de budget du numérique. Et en moyenne, c'est 10 fois supérieur. Et si je parle de traitement de l'information au sein des organisations, c'est 20 fois supérieur. Donc le vrai sujet, il n'est pas sur l'optimisation de l'informatique en tant que telle, il est véritablement sur l'optimisation des usages de l'outil informatique et plus généralement du traitement informationnel dans les organisations. Alors ça, c'est assez gênant parce que ça percute le modèle industriel, qui est un modèle vertical. Hein, vous le savez très bien, grâce Smith, grâce à Taylor, on a créé des gains de productivité phénoménaux, mais en verticalisant les organisations au travers de la spécialisation. Quand on parle aujourd'hui de traitement informationnel, on est plutôt, hein, et on le verra dans un instant, dans une logique transversale. Et dans cette logique transversale, il y a un traitement, il doit y avoir une fluidité des informations, on doit revenir au fonctionnement originel de l'entreprise, c'est-à-dire par processus. Et c'est là où ces concepts numériques, systèmes d'information sont vraiment intéressants. On va voir que malheureusement, conceptuellement, on a souvent informatisé domaine par domaine et pas dans la logique du flux d'entreprise. Donc, je vais prendre juste un exemple que j'ai traité là, il n'y a pas longtemps, dans un hôpital qui avait mis en place son dossier patient informatisé. Ils étaient tout heureux parce qu'ils n'ont pas dépassé les 3% de budget informatique sur le budget de l'hôpital. Tout heureux, hein, ils pensaient avoir fait du bon travail. Moi, évidemment, ce qui m'intéressait, c'était de regarder qu'est-ce que pesait le budget du numérique, c'est-à-dire le taux d'usage de l'outil informatique dans cet hôpital. Eh bien, on a obtenu l'équivalent de 45%. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui le personnel soignant, les médecins, les administratifs, ils passent plus de 50% de leur temps de travail sur l'outil informatique. Donc, de fait, le budget numérique, hein, c'est la masse salariale associée, eh bien, était quasiment équivalente à 50% de budget de l'hôpital. Alors ça, déjà, ça a un peu surpris les gens. J'ai dit, ben, c'est ça qu'il faut aujourd'hui regarder. Et quand je vais dans le détail, si je prends par exemple un infirmier ou une infirmière, eh bien c'est amusant parce qu'aujourd'hui, elle passe 3 fois plus de temps, ou il passe 3 fois plus de temps sur son ordinateur que devant le patient. Hein, c'est d'ailleurs des chiffres qui ont été révélés un an plus tard par des études scientifiques. C'est qu'en moyenne, un personnel soignant, hein, de type infirmier et infirmière, part que 20% de son temps de travail devant le patient. Il passe plus de temps à saisir avec ses 10 doigts ces données. Alors, est-ce qu'on a véritablement apporté quelque chose? Alors oui, on parle d'hôpital numérique, mais la réponse est clairement non. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas rendu compte que saisir des données, ça prend du temps. Oui, ça peut être intéressant de les avoir, mais à condition que le coût de saisie a été faible et que je peux récupérer cette information et surtout que le professionnel puisse se concentrer sur son métier parce qu'à la base, pas un opérateur de. Et alors on me demande, oui, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Je dis, mais écoutez, laissez tranquille déjà cette population hein, qui veut soigner, qui veut être devant le patient, et faites saisir ces données par un agent, un assistant qui coûtera en moyenne 2, 3 fois moins cher. Et ah ben on n'y avait pas pensé. Je dis, ben oui, c'est bien ça le problème, c'est qu'on a plaqué des outils informatiques sur une organisation en pensant bien faire et en pensant que c'était aux professionnels de saisir les données, ce qui coûte très cher en général. Vous voyez, toute la problématique du numérique, du système d'information va nous aider à avoir des chiffres concrets et de voir si ces chiffres sont normaux ou pas normaux. Dans la plupart des cas, hein, j'ai pu observer par exemple dans les ressources humaines, en regardant le coût d'un processus sur des choses de base, hein, c'est-à-dire l'édition d'un bulletin de paie, qui en moyenne doit être entre 3 à 5 euros par mois par collaborateur, ben, je l'ai déjà vu monter à 30, 40 euros par mois par utilisateur. Et on a utilisé les solutions suivant Leading Edge, etc. Mais pourquoi?
Pourquoi ce coût-là? Ben, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas fait de l'ingénierie de processus, parce qu'on a plaqué une solution, on a fait du sur-mesure, et au final, le bulletin de paie coûte 10 fois plus cher que ce qu'il coûtait avant. Alors, qu'est-ce que c'est du progrès? La réponse est non, non. Alors, ça, c'est le monde, l'informatique de la machine. Le numérique, c'est une autre relation, human to machine, H2M. Et le système d'information, bah, clairement, on est dans un monde où on peut, par l'oralité, en échangeant des papiers, des ouvrages non dématérialisés, on est dans le human to human. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi les traitements maintenant automatiques, le machine to machine. Ben, la vraie question, on sait qu'à chaque fois qu'on introduit un outil, ça a un coût. Ben, l'objectif, c'est que la valeur dégagée soit supérieure à ce coût. Alors, si je fais du machine to machine, évidemment, c'est là où ça coûtera le plus cher. Human to machine, c'est un certain coût. Et si je reste dans la solution, on va dire normale, artisanale, évidemment, ça a un coût moins, évidemment, l'investissement en outillage nécessaire. Donc, voilà un concept tout simple, mais qui permet aujourd'hui d'identifier les sources de valeur de la PME à l'administration en passant par les grandes entreprises. Alors, les facteurs clés de succès, je vous dis qu'effectivement, une étude avait été menée auprès des... Alors, c'est plus de 600 articles de recherche, hein, ces 20 dernières années, c'est l'étude la plus exhaustive sur tout ce qui a été publié dans le monde entier sur le management des systèmes d'information. En fait, on s'aperçoit que les organisations qui arrivent à créer de la valeur au plus haut niveau de l'entreprise, elles maîtrisent plus ou moins trois leviers uniques. Lesquels? Il y a l'outil informatique lui-même, hein, avec les technologies, dont on parlera d'une en particulier tout à l'heure. Il y a la data, et la data est même plus importante que l'outil informatique, puisque c'est la matière première. Et le troisième levier numérique, c'est ce qu'on appelle les nouveaux concepts digitaux. C'est ce qu'on était incapable de faire dans le monde industriel. C'est par exemple de l'inbound marketing, ça peut être travailler sur les réseaux sociaux, ça peut être de la désintermédiation, etc., etc. Donc il y a aussi le concept de la long tail, si je suis dans l'e-commerce, etc. Ce sont des concepts qui n'existaient pas avant. Si on les maîtrise un tant soit peu, eh bien, on arrive effectivement à repenser la manière de faire et ça peut être synonyme de création de valeur. Donc, trois leviers numériques. Mais on s'est aperçu qu'il y avait aussi trois pièges. Et ces pièges, ils sont intéressants à étudier parce qu'ils touchent plus de 90% des entreprises. Lesquels? Ben déjà, il y a un problème de gouvernance. La problématique du numérique n'est pas un sujet de direction générale, c'est souvent délégué à la direction informatique, voire à un directeur du digital. En gros, si la direction ne s'accapare pas le sujet, c'est pas la peine, on ne créera pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'évidemment, pour faire des changements organisationnels, il n'y a que la direction qui est en mesure de le faire. La DRH seule ne peut pas. La DSI, même si elle a des super outils, n'est pas légitime pour le faire. Donc, ça, c'est le premier piège, c'est-à-dire un manque d'acculturation des directions générales pour vraiment embrasser, hein, ce que le numérique peut apporter. Le deuxième piège, eh bien, c'est tout simplement l'absence d'approche, on va dire, par la valeur. C'est-à-dire qu'on a une approche techniciste. On pense qu'aujourd'hui, un outil, l'IAG, va résoudre tous les problèmes, la blockchain aussi, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le fantasme ou l'utopie technologique. Bah, une technologie n'a jamais résolu quelque problème que ce soit par elle-même. Hein, c'est la solution plus globale, c'est ce qu'on en fait. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Et le troisième, c'est la notion même d'ingénierie, et on parle d'ingénierie informatique. Il y a encore plus de 92% des entreprises en France qui utilisent le terme projet informatique. Mais ça veut strictement rien dire, projet informatique. Ce serait la première fois de l'histoire qu'on appelle une composante son tout. Hein, c'est comme si dans la belle salle dans laquelle vous êtes, je dis tiens, il faut la rénover, ce qui coûte le plus cher, c'est l'installation électrique, j'appelle ça projet électrique. Non, ce sera toujours un projet de bâtiment, un projet de rénovation. Donc la notion de projet informatique n'a aucun sens. Et on voit bien qu'on développe des solutions qui souvent sont pas mal, mais d'un point de vue informatique, alors ce sera à l'instar de refaire l'électricité dans la salle, mais en oubliant tout le reste, la maçonnerie, la peinture, etc. Donc la salle est inutilisable si je fais juste l'installation électrique. Et donc cette notion d'ingénierie informatique qui prend le dessus sur l'ingénierie du système d'information des process d'orga est terrible. Ben voilà pourquoi
Hein, ce sont les trois raisons. Faible gouvernance, donc faible implication de la direction générale, fantasme technologique et ingénierie de solutions qui est une ingénierie technologique et pas une ingénierie d'organisation, de process, d'entreprise. Et enfin, les entreprises qui, elles, arrivent à créer de la valeur, qui utilisent à peu près ces trois leviers, hein, les nouveaux concepts digitaux, la data et les technologies, qui évitent les trois pièges qu'on vient d'évoquer, elles ont, en général, elles se caractérisent par trois facteurs clés de succès. Le premier, c'est clairement ce qu'on appelle une stratégie numérique. C'est-à-dire qu'elles ont une vision à 3 ans, 5 ans de ce qu'elles devraient être. Donc, elles se projettent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je peux aller un tout petit peu plus loin, mais dans la stratégie, on met la donnée aussi au centre. On appelle ça des modèles data-centriques, dont la donnée est effectivement une matière première, hein. On parle aujourd'hui de révolution informationnelle servicielle. Vous savez toutes et tous que l'industrie pèse plus rien aujourd'hui dans ce monde, hein. L'agriculture, c'est moins de 3% du PIB mondial. L'industrie, ça doit être moins de 15%. Aujourd'hui, ce qui pèse, c'est toute l'économie des services. Euh, Ça, on est aujourd'hui à quasiment pas loin des 85% aujourd'hui de la valeur ajoutée. Donc, c'est vrai qu'il faudrait oublier un peu la révolution industrielle, même si elle nous a apporté beaucoup de choses, pour justement parler de la révolution informationnelle et servicielle. Et cette révolution informationnelle et servicielle des services, elle ne peut pas se faire sans données. C'est pour ça que dans les stratégies, on met les données au centre et on appelle ces modèles data-centriques. Avoir la donnée sur son client, avoir la donnée en temps réel sur sa production, etc., sur ses fournisseurs, c'est fondamental. Et ça peut amener des gains de productivité, de performance énormes. Donc ça, c'est le premier facteur clé de succès, une stratégie data-centrique. Et puis, on parle aussi de modèle asynchrone. Alors ça, c'est un concept un peu plus compliqué, mais vous verrez qu'il est finalement assez simple à comprendre. Prenez Google. Leur savoir-faire, c'est le moteur de recherche. Eh bien, dans les investissements, c'est encore de loin, hein, où ils investissent le plus, c'est le moteur de recherche. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent au travers du moteur de recherche en le vendant? Pas du tout. Ils gagnent zéro. Alors que dans le monde industriel, on a toujours gagné son argent de par son savoir-faire, son métier. Eh bien, Google ne gagne rien sur son savoir-faire qui est le moteur de recherche, mais en le mettant gratuitement à disposition, il y a plein de gens qui l'utilisent et on se dit, ah, tiens, il y a plein de gens qui passent devant ma vitrine, comment puis-je monétariser ce flux de personnes? Ah, ben je mets des panneaux publicitaires et vous voyez que ça va être un billard à 2, 3, 4 bandes. Je pourrais m'arrêter là, Google ne s'arrête pas là, parce qu'ils ont en même temps que je mets des panneaux publicitaires, je regarde qui passe et je récupère de la data que je vais revendre, justement. Eh bien, 80% du chiffre d'affaires de Google, c'est aujourd'hui de la publicité, 20%, c'est de la vente de données pour faire simple. Donc, on est dans ce qu'on appelle des business models asynchrones. Premier facteur clé de succès. Deuxième, orientation valeur. Les coûts sont importants, certes, mais c'est valeur, innovation. Qu'est-ce que je peux créer comme valeur pour mon client? Valeur économique, mais aussi valeur sociale, etc. Et troisième, là, ce sera peut-être un peu plus surprenant pour vous, c'est que les organisations, et il y a un fer de lance qui vient de devenir l'homme le plus riche au monde, qui est Elon Musk, c'est pensée systémique versus pensée analytique. Hein, dans le monde de la révolution industrielle, c'était la pensée analytique qui prédominait. Là, on s'aperçoit, au jour où il faut réinventer le service, réinventer nos économies, eh bien, la pensée systémique est bien supérieure et doit venir avant la pensée analytique. Donc ça aussi, c'est une des caractéristiques, hein, c'est de penser systémique. Alors souvent, quand j'interroge les gens, est-ce que vous maîtrisez, vous savez faire? Et moi-même, qui suis aussi prof à l'école des mines Paris Tech, qui intervient vraiment dans le dernier mois des bacs plus 5, etc., bah, je m'aperçois qu'on ne leur a pas appris le b.a.-ba de la pensée systémique. Alors ce sont des gens forts en thème, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ils n'ont pas les réflexes de la pensée systémique, comme un Elon Musk, par exemple, là. Et c'est pour ça qu'il est capable d'ailleurs de réinventer 10 business models à lui tout seul. Donc voilà les facteurs clés de succès, voilà les leviers, voilà les pièges à éviter. Alors, forcément, il y a aujourd'hui le phénomène de l'IAG. Le 30 novembre 2022, ChatGPT est sorti. Ça a vraiment été un tsunami, hein. Il faut se le dire, on n'a jamais vu ça.
en moins de 5 jours, 1 million d'utilisateurs. Pour juste vous donner un chiffre, il a fallu 2 ans à Twitter, à X, pour atteindre 1 million d'utilisateurs. En un mois, il y avait déjà 100 millions d'utilisateurs sur ChatGPT. Alors, qu'est-ce que c'est comme révolution? C'est d'abord une révolution du langage. Pour la première fois, on peut se dire qu'une intelligence artificielle, hein, qu'une informatique est en mesure de maîtriser le langage. Ça, c'était un des défis les plus importants. Alors pourquoi il était aussi difficile? C'est parce qu'un langage, ça tient en trois concepts. Unité lexicale, unité syntaxique et sémantique. Lexical, syntaxique, c'est très facile à maîtriser pour un ordinateur. Toute la difficulté était sur le sémantique. Pourquoi? Ben, si vous prenez un terme en moyenne du dictionnaire français, il y a entre 4 à 20 acceptions différentes. 4 à 20 significations différentes. Donc, c'est toute la problématique de dire, tiens, la salle dans laquelle vous êtes est isolée. Est-ce qu'elle est isolée phoniquement, thermiquement? Est-ce qu'elle est isolée parce qu'elle est dans la nature quelque part? Eh bien, c'est ça la grosse problématique de l'IA. Ça a été de maîtriser le langage et en particulier la sémantique. Ça, on peut le dire qu'aujourd'hui, c'est résolu à partir du 30 novembre 2022 et la sortie de ChatGPT. Mais non seulement sur une langue, mais sur plus de 50 langues différentes. Aujourd'hui, des organisations comme Meta en maîtrisent plus de 120. Donc c'est phénoménal, c'est la révolution du langage. Et derrière cette révolution du langage, on va voir qu'il y a évidemment toute l'intelligence artificielle avec tout ce qu'elle est capable de faire, qui va tout d'un coup rentrer en phase avec toutes les technologies aujourd'hui qu'on a démocratisées. Parce que tout ça, aujourd'hui, vous allez voir, est à portée de main. Alors, je ne reviens pas sur le PC, hein, qui est la démocratisation de l'outil informatique qui coûtait très cher à l'ère du mainframe et autres. Il y a eu ensuite l'accès à la toile, le World Wide Web. Je suis aujourd'hui à Genève, donc c'est la patrie du CERN, c'est là où Tim Berners-Lee a donné cet accès au World Wide Web, justement, et ce qui a permis de démocratiser l'accès à l'information, à la connaissance. L'ère du smartphone, c'est l'ordinateur à portée de main, quelque part. Et puis la notion de métavers. Alors pas au sens méta, hein, mais au sens du métasystème, du système opérant. Ça, vous allez voir, c'est un concept phénoménal qui est encore très peu maîtrisé par les dirigeants et y compris par les DSI. Pourquoi? Parce que nos systèmes d'information ont été créés dans la verticalité de l'entreprise, métier par métier. Un SI pour les RH, un SI pour la compta, un SI pour la R&D, un SI pour la supply chain, etc. En fait, il y a des entreprises qui ont eu cet instinct de se dire, ben non, le SI doit être conçu par rapport au fonctionnement originel de mon entreprise en processus. Le meilleur exemple, c'est Walmart. Walmart, au passage, c'est la première entreprise mondiale, hein, pas loin de 550 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, elle se battait au coude à coude avec Carrefour. Hein, ils étaient à 50, 60 milliards de dollars. Eh bien, aujourd'hui, Walmart bat couture Carrefour. Hein, il y a un facteur 5 à 6 à peu près en matière de chiffre d'affaires. Ben, c'est amusant. Walmart a conçu son SI justement comme un métasystème du système opérant. Un autre exemple qui a complètement révolutionné l'industrie textile, alors qu'on pensait qu'il fallait chercher les coups bas, etc., c'est Benetton. Benetton a conçu son SI justement comme étant un métasystème, un jumeau numérique de son système opérant. Qu'est-ce que ça leur permet de faire? Ben, tout simplement de sortir un polo en moins d'une semaine, c'est-à-dire entre la conception et la vente, c'est quasiment 6 jours, alors qu'avant, il fallait 6 mois. Donc ça, c'est phénoménal, et vous allez voir que conceptuellement, dans les 10 années qui viennent, on va beaucoup parler de ça. Et enfin, il y a l'IA générative qui arrive. Alors l'IA générative, c'est génial parce qu'on maîtrise le langage, mais surtout, ça va être synonyme de nouveaux phénomènes d'intermédiation. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, pourquoi d'ailleurs Google a des grosses difficultés aujourd'hui? Parce que c'est le monde du moteur de recherche versus le monde du moteur de solution. Une solution, on vous donne la solution tout de suite, alors que le moteur de recherche, on vous donne une liste de choses qu'il faut ouvrir, des liens dont les premiers sont sponsorisés. Et en plus, c'est payant. Donc, Google est en train pour la première fois, de se dire, je peux me faire disrupter. Booking, s'ils ne font rien, dans 6 mois, ils vont aussi se faire disrupter. Pourquoi? Parce que dans l'IA générative, je demandais aujourd'hui, tiens, je serai de telle date à telle date sur le Caillou,
Ce qui m'intéresse, c'est un hôtel, j'ai tel budget de tel type de prestation. En même temps, à côté de ci, à côté de ça, en IA générative, c'est très facile à formuler et avoir une réponse en disant, bah, tiens, Christophe, je te propose à la fois un hôtel, mais je te propose aussi tous les services que tu demandes, etc., etc. Donc, j'ai plus besoin d'aller sur Booking, sur Jetcost, sur etc. Mon IA générative va me répondre. Donc, c'est une véritable révolution parce que ça permet de nouveaux phénomènes de désintermédiation et de se mettre entre le client et le prestataire qui avait des solutions comme Booking, Vertical ou Jetcost. Alors, dans tout ça, puisque je suis beaucoup évidemment le déploiement de l'IAG, ayant failli faire ma première thèse justement en intelligence artificielle. Alors, je faisais partie des symboliques. Symboliques, c'était ces gars très arrogants qui pensaient être capables de modéliser le cerveau humain, la pensée humaine, etc. Les connexionnistes, vous savez que c'était les gens beaucoup plus modestes qui disent, tiens, sur une image, je vais essayer de reconnaître un chat en récupérant un peu une forme de cercle, de triangle, des traits qui représentent plus ou moins une moustache, et ah, c'est un chat. Et nous, on se moquait pas mal des symboliques des connexionnistes. Bah, aujourd'hui, les symboliques, à part des moteurs de règles, des systèmes experts, n'ont pas sorti grand-chose. Et on s'aperçoit pourquoi. Parce qu'effectivement, on était dans une logique justement trop logique, trop analytique, trop mathématique. Alors quand on arrive à se dire, bah, tiens, quand c'est bleu, je fais ça, quand c'est vert, c'est ça, et ça marche très bien, ça. Mais le problème, c'est que dès qu'on est dans une zone grise ou dans tel cas, il faut faire ci, mais on a oublié tel paramètre, etc. Et là, les systèmes experts partent en vrille. Donc l'approche symbolique a atteint largement ses limites par la rigidité de son raisonnement. Alors que les connexionnistes, au travers du machine learning, du deep learning, ont développé des outils phénoménaux vraiment incroyable. Et c'est ça qui permet justement, dans la logique de GPT, c'est basé sur des technos de deep learning, d'apprentissage profond, qui ont créé ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, mais on pense que c'est juste des modèles qui permettent de maîtriser le langage. En fait, pas du tout. Ce sont des corpus de connaissances phénoménaux et qu'on arrive aujourd'hui avec des agents intelligents à faire des choses absolument incroyables. Et je vous ai parlé aussi, j'ai juste cité avant la notion de multi-GPT. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des systèmes multi-agents qui permettent de résoudre des problèmes en quelques dizaines de minutes, alors qu'il faut quelques centaines de jours à une équipe d'humains pour les résoudre. On a fait pas mal d'expériences sur ce cas-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé aussi ces séminaires pour justement décrypter comment ça fonctionne et surtout permettre aux entreprises de profiter de ce phénomène de générative. Donc, processus de déploiement, c'est amusant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on cherche à avoir, c'est une entreprise augmentée, une entreprise boostée par l'IAG. Ben, ce n'est pas en acquérant juste un chat GPT, ce serait même une erreur, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de confidentialité, il y a des solutions qui sont à la fois plus efficaces, plus contextualisées et beaucoup moins chères. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on n'en fait pas un projet d'entreprise, eh bien, ça va être de nouveau anarchie dans nos organisations. Euh, Alors que si au contraire, on tient compte de tout ce qu'on vient de voir précédemment, en créant déjà des séminaires de sensibilisation, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'interviens là devant un comité de direction élargi dans une société d'assurance suisse. Ben voilà, on est en train de former les 150 cadres dirigeants parce qu'on sait que si on passe pas par là, on n'arrivera pas à tirer toute la quintessence quelque part de ces fantastiques outils. Puis après, mettre en place un cadre de gouvernance, faire des ateliers, former les collaborateurs, mettre en perspective la stratégie numérique parce que c'est des composants voilà, qui s'intègrent pas aussi simplement que ça parce qu'il y a des problématiques de données. Sans données, il n'y a de toute façon pas d'IAG. Et puis ensuite, gestion du changement, accompagnement RH, etc., etc. Voilà tout ça pour dire qu'il faut oublier aujourd'hui le numérique en tant que tel. Il faut surtout le mettre en perspective avec le projet d'entreprise. Et on a aujourd'hui une palette qui est phénoménale à la disposition et qui nous permet aujourd'hui de complètement repenser nos modèles. En matière de productivité, si on le fait bien, toutes les études montrent aujourd'hui on peut booster la productivité individuelle grâce aux techniques d'IAG de 20 à 40%. Et quand on est au niveau d'un process, c'est de 50 à 500% de retour sur investissement. Donc ça veut dire des retours sur investissement de 2-3 mois aujourd'hui. C'est tout à fait à portée de main si effectivement on a bien compris et si on applique
toutes les recettes managériales, hein, que les anciens nous ont appris et on évite ce qui est aujourd'hui la plus grosse lubie des entreprises, c'est ce fameux fantasme technologique. Merci pour votre attention. Voilà ce que je voulais partager avec vous pendant une demi-heure. Donc, vous avez compris qu'on a prévu avec Céline des formations à la fois pour les décideurs, pour leur décortiquer tout ça, vraiment dans des termes de décideurs, hein. Il n'y a pas de technicité particulière, ou s'il y en a, on explique très simplement les choses, mais aussi pour les professionnels, pour qu'ils puissent en tirer parti, et qu'ils puissent aussi, au sein même de leur entreprise, expliquer un petit peu les phénomènes qui sont somme toute assez complexes et qui vont surtout très, très vite. Est-ce que ça vous évoque des questions, des angoisses? Ah, des angoisses. J'imagine sur, je ne sais pas où en est votre réflexion sur l'évolution des métiers. Je pense que nous, on se la pose en termes de formation professionnelle continue, ça c'est certain. On voit déjà arriver des solutions, des formations sur IA, sur ChatGPT, enfin, réalisées par ChatGPT, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que en fait, ce qui est dit est très très bien? Je ne sais pas. Est-ce que vous... Allez, Alors déjà, sur ChatGPT, il faut quand même savoir qu'il y a un phénomène aussi d'hallucination. Hein. Ce qui est amusant, c'est quand il vous répond dans le moteur ce qu'on appelle un moteur de réponse, c'est très péremptoire. On a l'impression que c'est